Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes âgées ou disons plus de 40 ans et de survie. Avant de parler de ce sujet qui va inclure évidemment, je vais vous parler un petit peu de certains aspects de mon livre Femmes au bord de la crise. Tout d'abord, petite anecdote personnelle. Hier soir, j'enregistrais une vidéo avec Vic Survivaliste. Et à un moment, dans le champ de la vidéo, entre son fils. Et donc, je lui ai promis que j'allais couper. Alors, une fois que la vidéo a été terminée, eh bien, j'ai coupé la minute où son fils était sur le champ. C'est normal, on respecte la vie privée des gens. On n'a pas envie de montrer le visage de tout le monde. Et sur le coup, j'ai oublié de couper 2 secondes de la vidéo que j'ai mise en ligne où, à un moment de la vidéo, arrive, je vois, il y a un pop d'écran qui arrive et qui montre un programme qui s'appelle Vuz, qui permet de télécharger des fichiers torrents. Je l'utilise énormément pour télécharger de la musique, des films. Je télécharge, alors il n'est pas toujours allumé, mais quand je l'allume, il y a généralement des centaines de fichiers qui se téléchargent petit à petit. Et vous savez, lorsque un homme marié voyage, et je voyage relativement régulièrement, c'est un peu la honte, hein, je vous avoue, mais voilà, il m'arrive de télécharger des films de cul, simplement parce que pendant les longs voyages, je pars notamment 3 semaines bientôt, eh bien, ayant des besoins sexuels importants et voyageant seul dans ces cas-là, et n'ayant plus l'envie, depuis que je suis marié, de chasser des jeunes femmes au cours de mes voyages, eh bien, évidemment, on assouvit ses besoins parfois par la stimulation visuelle qu'offre la pornographie. C'est comme ça. Vous savez, avant de me marier, j'ai été libertin, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et bref, donc cet écran est apparu, quelques secondes, on m'a averti tout de suite, j'ai changé la vidéo. Mais enfin bon, j'imagine qu'il y a eu des captures d'écran et que des personnes qui aiment faire le buzz ou rigoler, etc., vont le poster, etc. Ça n'a aucune importance. Simplement, c'est vrai que voilà, la sexualité est importante et que en manque de grive, on mange des merles et que lorsqu'on n'est pas avec sa très belle épouse quotidiennement, et ben, lorsqu'on est en voyage, ou quand on en veut de la diversité, ou pour des activités peut-être à plusieurs, enfin quand je dis à plusieurs, c'est à deux dans ce cas-là, peut-être parfois ça peut titiller. Alors est-ce que la pornographie c'est bien ou c'est mal? Vous savez, je n'ai jamais parlé de morale dans mes livres, ni dans mon approche. Je parle de survie. Cette survie, bien sûr que la morale est importante, mais la morale c'est la vôtre. C'est pas la mienne que j'essaye d'imposer. Donc j'imagine qu'il y aura des moqueries, mais c'est pas important et je m'en fiche un petit peu. Mais enfin voilà, au moins c'est dit, vous le savez, je sais que vous le savez, et de toute façon ça n'a aucune importance. Encore une fois, j'ai été libertin, j'ai des expériences sexuelles, j'en ai eu beaucoup. Et ce n'est ni une source de vanité, ni une source de gloire, c'est simplement, je suis un homme de mon époque, une époque extrêmement libérée dans les mœurs, extrêmement libertine, et lorsque l'on essaye de se maîtriser dans la fidélité qui vient avec le mariage, c'est pas toujours facile, eh bien, parfois, lorsqu'on a effectivement une activité et des besoins débordants, ce qui est mon cas, eh bien, on essaie de se calmer aussi par des palliatifs que sont, par exemple, les films de cul. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez une image horrible dans votre tête, c'est de voir le Pierrot qui s'astique tout seul. Ça arrive et c'est pas grave et vous le faites aussi. Donc on s'en fout. Alors, dans le livre Femmes au bord de la crise, on va parler de femmes. Eh bien, la question qui m'a été posée hier par Françoise, une connaissance de l'autre bout de la Terre, eh bien, elle me dit, voilà, j'ai plus de 40 ans, je crois qu'elle a la quarantaine bien passée, peut-être la cinquantaine même. Elle me dit, voilà, je suis célibataire, je suis une femme seule, j'ai divorcé, j'ai un peu de sous d'ailleurs. Qu'est-ce que tu me conseillerais, que me conseillerais-tu comme lieu pour s'en sortir, pour survivre si les choses vont mal? Et les choses vont aller mal euh, selon moi et selon elle. Donc, c'est une question qui est jamais simple, parce que vous connaissez mon travail,
il faut déterminer la géographie, il faut déterminer les, euh, les différents aspects socio-économiques, ethniques, culturels surtout, de l'endroit où on veut s'établir, et ensuite, évidemment, toutes les approches euh, hydrographiques, y a-t-il de l'eau, y a-t-il de la nourriture, y a-t-il un lien social possible avec les gens autour de soi, etc. etc. Alors, particulièrement pour les femmes, on va dire mûres, plus de quarantaine, plus de la cinquantaine, et qui se retrouvent seules. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on retrouve seul? Alors, c'est là où le méfait du féminisme est flagrant dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pendant très longtemps, dans les sociétés traditionnelles, les femmes et leur capacité à se reproduire étaient cadrées par la famille, par le village, par la culture, et parce que les femmes représentent l'avenir de cette culture, de la tribu, de la nation, eh bien, on ne voulait pas les laisser, d'une part, aller avec n'importe qui, puisqu'elles coûtaient des ressources, évidemment, à être nourries, logées, blanchies, éduquées. Les femmes n'ont jamais été ignorantes, hein, elles ont toujours été éduquées comme les garçons, en tout cas en Occident c'est le cas, et dans beaucoup de cultures dans le monde, elles sont considérées comme centrales et importantes dans la culture. Et donc on les a, on a cadré le contexte de leur reproduction par ce qu'on appelle le mariage en général, et finalement donc on cadre leur sexualité dans le cadre de ce mariage. Et dans l'immense majorité des cultures du monde, dès qu'il y a une civilisation un peu plus complexe, alors c'est pas toujours le cas dans des tribus, on va dire, primitives, pré-littéraires, mais dans l'ensemble des cultures, la sexualité féminine reste cadrée et on essaie d'éviter que cette femme soit, je mets entre guillemets, gâchée avant de se marier, parce que le risque, c'est que si une femme tombe enceinte, et on tombe enceinte très rapidement, dans une sexualité hantée, pilule contraceptive, il y a le risque que le père biologique ne reste pas. Parce que peut-être c'est un séducteur, parce que peut-être c'est un étranger à la tribu, et que donc celui-ci a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire une relation sexuelle, il y a un enfant à la clé, lui il s'en fout, il part. Et à ce moment-là, il y a une nouvelle bouche à nourrir qui est un coût pour la société de la femme. Donc, on a mis en place des stigmatisations sociales, religieuses, peu importe la forme, pour dire à cette femme, c'est très très mal si tu as des enfants avant le mariage, qui est un contrat entre cette femme et donc son mari futur, donc l'homme, afin de forcer par la pression culturelle et la pression sociale celui-ci de rester, et donc de s'occuper des enfants, et de prendre en charge le coût en termes de calories, en termes de nourriture, en termes d'éducation des enfants de cette femme et donc de la femme elle-même, qui va évidemment, qui n'est ni entretenue ni soumise, elle va être simplement faire partie de cette co-entreprise qu'est le mariage entre un homme et une femme. Et donc, la question, c'est qu'en fait, les femmes étaient rarement seules dans le passé, et dans les rares cas où elles étaient seules, elles avaient un rôle social assez défini, souvent par la religion, ou par le fait qu'elle s'intégrait dans une famille étendue pour s'occuper des enfants de sa sœur ou d'autres femmes du groupe. Mais c'était rare. Parce qu'il y a toujours des femmes infertiles, il y a toujours ce cas, il y avait aussi les moches qui trouvent aucun homme qui veut d'elles, même, et surtout dans les familles pauvres. Alors si vous êtes pauvre et moche en tant que femme, c'est très dur. Si vous étiez moche et riche, il y avait toujours quelqu'un peut-être d'un rang inférieur qui était prêt à vous marier parce qu'il avait accès aux ressources de la famille de la fille. Mais dans l'immense majorité des cas, en tout cas, les femmes trouvent un homme et les hommes trouvent une femme et sont obligés de partager des ressources. Et c'était souvent évidemment donc organisé par les familles. C'est encore le cas dans de nombreux pays dans le monde, afin de générer l'environnement de survie, si on veut, social de la base de la famille. Qu'est la famille? La base de la société, qu'est la famille? Alors, les femmes seules étaient rares, très rares. Alors, il y avait des femmes qui étaient mises en dehors de la société pour différentes raisons, parce qu'elles avaient perdu un rang social qui était déjà très bas à la base et qui se retrouvaient à la rue, et qui, pour survivre en tant que femmes seules, eh bien, se prostituaient, se vivaient une vie assez déplorable et moche. Je ne dis pas ça d'un point de vue moral, simplement d'un point de vue stricto sensu de survie.
lorsque l'on voit les grandes métropoles au XVIIe, au XVIIIe siècle, qui étaient Londres, ou Naples, ou Dublin, on se rend compte une grande partie, plus de 50% dans certains cas, des femmes qui vivaient dans ces villes étaient prostituées. Alger est un cas très célèbre, récent. Mais enfin, voilà, jusqu'au milieu du XXe siècle, la prostitution, c'était un outil de survie ultime pour beaucoup de femmes qui se retrouvaient seules pour des raisons familiales et de rang social très bas. Voilà. Il y avait des courtisanes dans des sphères plus évoluées, etc. Mais enfin, c'était un cas fréquent, mais on ne peut pas parler vraiment de femmes seules dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Ni de prostituées dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a bien sûr l'esclavage, il y a bien sûr les prostitutions forcées, mais souvent c'est aussi un choix, c'est un métier dans de nombreux cas. Alors, c'est un vaste sujet, ne dévions pas la discussion sur ce point-là. Alors, pourquoi les femmes sont seules? Eh bien, c'est que comme le féminisme et les bonnes intentions qui en étaient à la source ont évidemment, et tout ça je l'explique dans Femmes au bord de la crise, ont poussé les femmes à obtenir des droits et des gains sociaux et même citoyens, civiques, eh bien, un grand nombre ont pu accéder au travail salarié, alors qu'avant, en tout cas jusqu'au milieu du XIXe siècle et la deuxième révolution industrielle, les femmes, bien sûr, travaillaient, mais elles travaillaient dans le cadre de la famille et des travaux des champs, puisque 99% de la population était agricoles, avaient des activités agricoles, étaient paysannes et vivaient dans des lieux où, de toute façon, tout le monde devait travailler à des courts moments de la vie, et puis tout le monde participait aux tâches ménagères, les hommes aussi, faut pas croire que les hommes ils rentraient des champs et qu'ils foutaient rien. Tout le monde travaillait tout le temps. Alors, ce n'étaient pas des travaux qui étaient forcément hyper pénibles, on imagine souvent que travailler dans les champs, c'est une horreur. Non. Ce qui est pénible, c'est quand on doit payer des impôts. Ça, oui, parce qu'on doit travailler pour les autres. Mais la plupart du temps, quand on travaille pour soi, bon, ça va. Et puis quand on travaille pour ses enfants, pour sa famille, en fait, ça va. Alors certes, on dépeint toujours, la modernité nous montre toujours ces sociétés traditionnelles avec des maris ivrognes qui battaient leurs femmes, etc. Ça existait, évidemment. Ou des femmes horribles qui couchaient avec tout le monde, avec des bâtards dans tous les sens. Probablement ça existait aussi, mais dans l'immense majorité des cas, c'est pas possible, parce que les gens regardent, les gens font un contrôle social, et tu sais qu'est-ce qui va t'arriver si tu fais des conneries. Donc en général, c'était cadré. Alors qu'aujourd'hui, notre monde est totalement non cadré, est totalement libre et ouvert. Dans un village, si vous étiez libertin, en tant qu'homme, vous faisiez bastonner par les frères et les pères des filles avec qui vous aviez ne serait-ce qu'essayé de coucher. Et si vous étiez une fille, vous étiez banni ou chassé également par votre famille qui considère horrible une fille qui couche avec tout le monde, parce qu'elle n'est plus mariable. Et donc, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est comme ça la mentalité à l'époque. C'est encore comme ça dans des endroits reculés et traditionnels. C'est toujours une question de calories. Et je crois que Frédéric Delavier, dans ses vidéos, dans ses livres, dans son livre qui va bientôt sortir, l'explique très très bien. La société moderne, elle apparaît avec le salariat, avec l'industrialisation. Les gens quittent les champs, finissent dans les villes, ont un salaire, travaillent dans les usines. Et donc à ce moment-là, eh bien, ils touchent un salaire, leurs enfants sont de plus en plus gérés par l'État sous la forme des écoles qui les programment pour être des employés, des salariés futurs. Donc on régimente la société, donc ça c'est à partir de la moitié du 19e siècle. Et les femmes petit à petit accèdent au travail. Et au 20e siècle, avec les mouvements féministes, elles accèdent à de plus en plus tous les métiers avec tous les droits civiques et votent des lois ou contribuent à voter des lois et aidées par les hommes qui veulent faire plaisir aux femmes, parce qu'il y a aussi ce concept de l'homme qui ne veut pas dire non de manière frontale aux femmes parce que nous sommes programmés pour les protéger et aller dans leur sens, c'est comme ça. Nous avons créé une société où les femmes ont beaucoup de droits et peuvent travailler. Et ce faisant, obtiennent une liberté financière et matérielle qu'on ne peut pas juger d'un point de vue moral comme étant inique ou injuste. C'est comme ça. Elles travaillent, elles touchent un salaire. D'ailleurs, aujourd'hui, les femmes, pour le même travail, touchent le même salaire que les hommes. Alors je sais, vous allez me dire, ah non, il y a des statistiques qui montrent que ce sont des statistiques fausses. La statistique qui dit que les femmes toucheraient 20 ou 30%, je crois que c'est 28%, de moins de salaire que les hommes,
sont fabriquées de la manière suivante. On a pris des entreprises, on prend le total de la masse salariale des hommes divisé par le nombre d'employés, et ça donne un chiffre, et on prend la totale de la masse salariale des femmes divisé par le nombre d'employés femmes, et on trouve un chiffre. Et ce chiffre est 28% plus petit que l'autre. Mais c'est complètement débile, puisqu'on sait que les femmes ont, par choix, des emplois à mi-temps, des emplois plus subalternes que certains hommes, parce qu'en majeure partie, elles sont moins ambitieuses, et dans beaucoup de cas, moins compétentes. Alors c'est en train de changer, puisqu'il y a beaucoup plus d'universitaires femmes que d'hommes aujourd'hui, pour peu que l'université veuille encore dire quoi que ce soit dans un grand nombre de domaines, pas dans tous, mais dans un certain nombre de domaines. Et donc, ces statistiques sont fausses. Vous pouvez les vérifier sur Internet, c'est très simple à montrer. Vous trouverez facilement des preuves à la pluie, des documents qui vous démontrent comment ces statistiques fausses ont été fabriquées, surtout utilisées par des politiciens et des idéologues pour aller dans leur sens, alors qu'en réalité, elles montrent qu'aujourd'hui, en Occident en tout cas, à travail égal, les femmes sont payées exactement autant que les hommes. À travail égal et à horaire et à un temps de travail égal, évidemment. Et moi-même, j'ai travaillé dans des entreprises de haute technologie où les commerciales femmes touchaient parfois bien plus que les hommes parce qu'elles étaient très efficaces et elles vendaient beaucoup. Elles touchaient des commissions comme les hommes, avec les mêmes barèmes, sans aucun problème. Et personne, ça ne serait venu l'esprit de personne de dire « Ah, je te paye moins parce que tu es une femme ». Ça n'a pas de sens. Je note par ailleurs que les féministes ne se battent pas pour que les femmes puissent travailler sur les chantiers dans les mines. De la même manière qu'il n'y a pas de lobby féministe qui théoriquement souhaite l'égalité, qui se bat pour que les hommes puissent avoir autant de jobs de nurse, secrétaire ou coiffeuse ou coiffeur. Il y a des métiers qui sont surreprésentés par des femmes. En fait, elles se battent que pour avoir des femmes dans des métiers extrêmement bien payés. Toujours la quête du pouvoir et non pas... Ça n'a rien à voir avec la justice ou l'équité ou quoi que ce soit. Ce n'est que de la quête de pouvoir. Bref, l'accès des femmes à ce pouvoir d'achat, à cette richesse par leur travail est très bien, pourquoi pas. Mais lorsque l'on veut, n'importe quelle personne qui travaille sérieusement sait que si vous voulez avoir une carrière professionnelle, vous allez devoir travailler beaucoup et sacrifier énormément de votre vie privée et de votre vie personnelle à ce travail et y donner énormément d'énergie, énormément de temps et donc monter dans les échelles des entreprises par votre talent, votre assiduité, votre travail. Et c'est très bien, c'est comme ça. Simplement, si un homme peut le faire pendant là où il a entre 20 et 30 ans et entre 30 et 40 ans, et gravir les échelons pour arriver à des situations confortables, la femme, elle le peut aussi, mais sacrifie se faisant, entre guillemets, une expression qu'on entend souvent, ses meilleures années. Ces années où elle est jeune, belle et avec une forte fertilité. Parce que son rôle biologique est d'enfanter les enfants. Et éventuellement de s'en occuper, en tout cas dans les 3-4 premières années, de manière très intense. Et c'est un sacrement du travail. Et moi, je me suis occupé pas mal de mes enfants en restant à la maison, puisque j'ai la possibilité de, entre guillemets, travailler chez moi. Je sais que c'est beaucoup de boulot. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez pendant les années où vous êtes fertile en tant que femme, eh bien, vous vous retrouvez à 40 ans, 50 ans, sans avoir bâti, peut-être, c'est pas une généralité, il y a des femmes qui réussissent à avoir une carrière professionnelle et des enfants. Et puis, il y a tout le cas, l'immense majorité des femmes qui sont obligées de travailler à cause, là aussi, j'en parle dans ce livre, de l'horreur économique, c'est-à-dire nous sommes obligés de travailler, les deux membres d'une famille sont obligés de travailler parce qu'on n'arrive pas à couvrir nos coûts, etc. Alors, ensuite, il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a autant de coûts, etc. Là aussi, c'est notamment les impôts, mais c'est aussi une certaine logique de vie, de consumérisme, qui nous oblige à avoir ce genre de vie. Soit, tout ça, ça mérite d'être réfléchi. Mais la réalité est ainsi, c'est que les femmes qui arrivent souvent à 40 ans sont épuisées, n'ont pas pu ou n'arrivent plus à faire des enfants, et elles ont perdu de leur charme. Et souvent, leur capacité à séduire et à donc rester ou trouver un homme qui veuille bien rester avec elles est bien plus faible, puisque les hommes qui pourraient être intéressés par une jolie femme de 40 ans sont aussi intéressés par une jolie femme de 20 ans ou de 30.
Et donc, pourquoi, et en tout cas pour un homme de 40 ans qui aurait envie de fonder une famille, pourquoi épouser ou se mettre avec une femme de son âge alors qu'il peut trouver une femme bien plus fertile et la fertilité décroît de manière exponentielle inverse, donc logarithmique, avec l'âge pour les femmes. À partir de 35 ans, la fertilité baisse très 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 vite. Et alors qu'à 15 ans, normalement, c'est pas touche, mais à l'origine, on se mariait très jeune. Hein, dans le common law anglais, hein, le mariage, je crois, pour les femmes, c'est, sauf erreur, c'est 12 ans, je crois. C'est comme dans l'islam, c'est 12 ans. Alors, c'est plus pratiqué aujourd'hui, mais dans la loi anglaise, c'est 12 ans. Alors, dans la pratique, je crois que c'est 14 ans aujourd'hui. Mais enfin, avec un autre mineur, hein, c'est une fille de 14 ans qui se marierait chez nous avec un monsieur de 40, euh, ce serait bizarre. Mais enfin, dans le temps, ça se faisait. Tout ça pour dire qu'un homme de 40 ans doit avoir des bonnes raisons pour aller être avec une femme de 40 ans. Alors parfois ça existe, puisqu'il y a des femmes super intéressantes à tout âge, et puis on a les atomes crochus, on s'entend bien, et puis pas tout le monde a envie de fonder une famille après tout. Après, se posera la question de qui s'occupe de vous une fois que vous serez grabataire et vieux. Mais enfin, ça peut être un choix de ne pas monter une famille, de ne pas avoir envie d'avoir des enfants. Voilà, ce n'est pas le mien, mais ça peut être le choix de beaucoup de gens. Et donc, beaucoup de femmes peuvent se retrouver seules, car plus personne ne veut d'elles, ou simplement pour tirer un coup, éventuellement si elles sont jolies, mais s'accrocher avec une femme d'un certain âge, c'est beaucoup plus difficile qu'avec une plus jeune. Accrocher n'est pas le mot juste, mais disons que se mettre en couple et se trouver les atomes crochus, c'est ça qui polluait mon cerveau au moment de cette expression. Et enfin, voilà. L'autre élément, c'est que et moi je sais, je me suis marié vers 33 ans, 34 ans je crois, donc avec mon épouse à mon âge, et donc le problème lorsqu'on se marie déjà vieux, comme ça, c'est qu'on a déjà fait notre vie, on a déjà nos habitudes et on a déjà notre carrière. Et donc c'est beaucoup plus dur. Et heureusement que mon épouse et moi sommes des gens très faciles et je crois assez intelligents, et on arrive à arrondir les angles, et que finalement il y a aussi une attirance très forte, je crois, en tout cas dans mon cas, c'est vrai pour ma part. Eh bien, on a des bonnes raisons pour que lorsqu'il y a des conflits, c'est pas grave, on arrondit les angles et ça passe. Mais je constate que lorsque l'on est avec une personne plus jeune, et on peut faire un peu son pygmalion, c'est-à-dire qu'on peut la façonner et la dresser pour qu'elle s'adapte à nous. Une personne qui a déjà du vécu, elle a ses habitudes, elle a ses rituels, elle a ses pensées, ce sera beaucoup plus difficile, et donc c'est beaucoup plus chiant. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, et ça peut valoir dans le cas inverse où il y a des femmes plus âgées avec des hommes plus jeunes, mais bien que ce soit une réalité aujourd'hui, c'est une réalité qui est rare, parce que ça ne reste pas dans la majorité des instincts, notamment des femmes, d'aller chercher des petits jeunes. Alors pour tirer un coup de temps en temps, c'est possible, avec les conséquences psychiques qui existent. Encore une fois, avec du recul, je regrette d'avoir eu une vie libertine. J'aurais mieux fait de me marier à 20 ans, avec l'amour de ma vie de l'époque, et peut-être que j'aurais une vie meilleure, mais certainement, pilé dans tous les sens, ça vous détruit une capacité d'empathie et d'émotion que l'être humain a. Disons que vous banalisez quelque chose d'assez beau. C'est comme ça. Mais encore une fois, je n'ai pas choisi l'époque dans laquelle j'ai vécu, et je me suis fourvoyé dans plein d'expériences et plein de chemins. Heureusement, elles n'ont pas été destructives, hein, j'ai jamais touché aux drogues ou des trucs comme ça. Mais voilà, dans la sexualité, c'est clair que lorsque l'on abuse de la sexualité, et je pense que c'est valable autant pour une femme que pour un homme, on perd ensuite une certaine fraîcheur, une certaine capacité de s'émerveiller. Encore qu'un beau corps féminin, pour moi, ça m'émerveille toujours. Mais voilà, où en étais-je? Voilà, j'ai des images dans la tête sympathiques. Bref, voilà, comment on appelle ça? Donc la solitude des femmes est plus grave. Elle est probablement plus grave à partir d'un certain âge que jeune, parce qu'une jeune femme peut avoir un coup dur, peut se retrouver seule à 25 ans. Elle est jeune, elle est fertile. En général, elles sont jolies à 20-25 ans.
elle va retrouver, retomber sur ses pattes, elle va trouver quelqu'un peut-être, etc. En tout cas, ça doit être son job. Le job d'une femme, c'est de trouver son homme, quoi. À 40 ans, 40, 50, 45, 50, ça devient un peu plus difficile. C'est toujours possible, on peut toujours trouver un homme plus âgé, mais avec le risque de devenir sa nurse. Et parfois, beaucoup de femmes disent j'en ai plein le cul, si je puis dire, d'hommes qui n'en veulent qu'à mon cul. Je ne trouve pas quelqu'un qui veut bâtir quelque chose, et puis c'est difficile de bâtir quelque chose à partir d'un certain âge, et donc je suis seul. Et donc la question de Françoise me dit voilà, en ce moment je suis seul, comment choisir un endroit, etc. Alors encore une fois, je ne vais pas répéter. Pour trouver un endroit, il y a les critères de culture, de géographie, les critères techniques, d'eau, de nourriture, mais c'est surtout dans le lien social que ça va jouer. Encore une fois, nous sommes dans un monde et dans une culture qui est extrêmement pro-femme. C'est-à-dire qu'on ne va jamais demander à une femme de faire les choses qu'on demande aux hommes. Alors je sais, on entend l'inverse dans les médias, mais dans la réalité, on va passer énormément de choses aux femmes, on va leur demander, regardez dans les films, je veux dire, les héroïnes féminines, elles savent tout, elles ont la science infuse, elles n'ont jamais tort, et on ne se moque jamais d'elles. Alors que les hommes, on se moque d'eux, on les fait passer pour des idiots, on les fait passer pour des abrutis, alors qu'en réalité, ce sont les hommes qui ont bâti le monde, pas les femmes. Les femmes bâtissent les hommes de demain, mais ce sont les hommes qui ont bâti le monde. Et aujourd'hui, c'est en train de partir dans du n'importe quoi. Cela dit, je vais faire une petite pause pour être sûr que ça enregistre. Voilà, on reprend. Question de mémoire, on ne sait jamais. Et qu'il y a quelque chose qui monte dans l'écran, mais normalement, il n'y a pas. Bref, où en étais-je? Oui, le lien social. La femme devrait se demander, d'ailleurs comme les hommes, c'est qu'est-ce qu'elle apporte aux autres. Et autant pour l'homme, la problématique, elle se pose tôt dans sa vie. Lorsqu'un homme est jeune, il veut beaucoup de choses. À 15 ans, tu veux sortir avec une top modèle ou avec une star du porno, tu vois. Tu veux une belle femme. À 15 ans, tu voudrais une femme de 25 ans. À 50 ans, tu voudrais toujours une femme de 25 ans. Mais à 15 ans, tu peux pas. C'est très dur, à moins d'être super beau, avec un physique exceptionnel, c'est très 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 dur. La plupart des gens, ils doivent juste trimer dur, ils sont dans des cultures où, bon, bah, peut-être tu n'accèdes pas à la sexualité, c'est le cas des cultures du sud de la Méditerranée, par exemple, où tu n'as pas facilement accès à la sexualité, à la sexualité, et donc c'est pour ça qu'il y a souvent de l'agressivité face aux femmes des tribus ennemies, ou adverses, ou étrangères. Et donc, c'est anthropologique avant que ce soit religieux. Après, il y a donc pour l'homme, c'est dur. Il doit apprendre à conquérir les femmes. Il doit apprendre à conquérir le monde. C'est dur quand il est jeune. Et puis, avec l'âge, avec l'accumulation de ressources, il s'achète les oripeaux du moment. Alors, aujourd'hui, c'est la belle bagnole, la belle maison. Dans le passé, c'était peut-être le beau cheval ou du terrain, la calorie. Où il doit montrer des compétences, encore une fois, d'honneur, de prestige, de force, de hiérarchie, d'être élevé dans la hiérarchie, et plus il sera élevé, plus il va monter, plus il va pouvoir avoir accès à des femmes jeunes, belles et jolies et fertiles. Et donc, un homme de 50 ans aura beaucoup d'expérience, par exemple, dans la conquête du monde. Alors que pour les femmes, c'est l'inverse. C'est quand elles sont jeunes et jolies que tout le monde va leur offrir des cadeaux, leur offrir des avantages, des piédestals pour monter, pour gravir les échelons. Mais oui, je vais te donner une augmentation de salaire parce que tu es tellement jolie, etc. Alors certes, il y a parfois une demande de donnant-donnant, promotion canapé ou autre. Ça existe, il ne faut pas nier la chose. Mais enfin, je vois que des jeunes femmes de 15-16 ans ont tous les garçons qui vont vers elles, alors que le garçon de 15-16 ans, il n'a personne, il n'y a aucune fille qui va aller vers lui. C'est normal. Donc la femme ne s'habitue pas à conquérir le monde. Elle a le monde à ses pieds dès le départ, dès qu'elle est belle et jeune. Et d'ailleurs, c'est super chiant pour la femme qui est moche et jeune, parce qu'elle n'a pas non plus le monde à ses pieds. Elle va peut-être développer un caractère, une manière de penser, une rigueur d'esprit qui lui permettra de séduire des hommes par son intelligence et cette rigueur d'esprit, et non pas simplement par sa plastique et donc sa vie sera plus difficile. Et souvent,
c'est vrai que les femmes trop jolies, avec une plastique trop attirante, en général n'ont pas besoin de développer du sens critique, de l'intelligence, en tout cas ne travaillent pas là-dessus. Et donc souvent on les voit un petit peu cruches, quoi, un petit peu coucourdes. Bref, donc lorsque cette femme qui a toujours tout eu facilement commence à devenir plus âgée, elle découvre que ça devient de plus en plus difficile. Et là, elle peut obtenir de l'aigreur, elle peut devenir méchante, elle peut en vouloir aux hommes. Et généralement, c'est pour ça que les femmes de 30 à 40 ans, y compris dans le mariage, sont super casse-couilles. Parce qu'elles ne comprennent plus qu'elles n'obtiennent pas tout automatiquement, ni de leur mari, ni des éventuels prétendants, parce qu'il y a toujours des gens qui rôdent autour, il y a toujours des prétendants autour. Sauf qu'une femme de 35, 40, 50 ans, il y a beaucoup moins de mecs qui lui disent « Viens, je t'invite un week-end avec la Ferrari pour aller à Courchevel ». Non, en revanche, à 25 ans, une jolie femme de 25 ans, si vous êtes une jolie femme de 25 ans et que vous me regardez, vous savez combien de fois on vous propose viens, monte dans ma Porsche Cayenne et on va aller à Courchevel ou aller aux Bahamas, etc. Beaucoup d'hommes essayent d'acheter l'accès à votre corps par des ressources ou l'utilisation de ressources qu'ils ont accumulées. C'est comme ça, c'est le plus vieux métier du monde, ça a toujours été comme ça, la transaction homme-femme. Simplement, une femme habile, elle sait se refuser jusqu'à ce que l'homme développe des sentiments et souhaite obtenir cette femme pour longtemps. Parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas du mariage, c'est que dans le mariage, quand vous êtes présent, quand vous êtes physiquement à deux, encore une fois, ça exclut lorsqu'on fait des longs voyages séparément, mais vous baisez souvent, beaucoup plus souvent que quand vous êtes célibataire et que vous cherchez, que vous êtes en chasse, et vous êtes obligé d'être un peu pathétique. Mais de toute façon, l'homme a une sexualité un petit peu pathétique, en général, parce que, voilà, il y a cette chasse qui s'atténue avec le développement des sentiments. Et donc une femme intelligente, ou qui a le sens de la séduction, elle sait se refuser jusqu'à ce que l'homme soit obligé de dire « Bon, bah écoute, je t'aime, je veux t'épouser, pour avoir accès à ton corps ». Et comme on dit, l'homme est prêt à tout, y compris d'aimer pour baiser, alors qu'une femme est prête à tout, y compris baiser, pour être aimée. C'est évidemment une allégorie, c'est une plaisanterie, mais il y a du vrai dans cette phrase. Et donc, c'est une longue préambule, et finalement le fond sera plus court, c'est que à partir du moment où vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'apporte aux autres? Et cette question est plus difficile pour une femme que pour un homme, parce qu'un homme aura eu l'apprentissage du fait qu'il doit apporter quelque chose au monde pour pouvoir le conquérir, alors que la femme le conquiert automatiquement, il l'a à ses pieds, et la femme doit apprendre à se dire, mais finalement, qu'est-ce que j'apporte au monde? Et une femme a beaucoup à apporter du monde, puisqu'elle a une forme de tendresse innée, elle a une forme de capacité à materner qui est instinctive. Et les femmes ont une très forte capacité à créer du lien social, car elles sont probablement programmées dans l'évolution à s'intégrer dans une tribu adverse. Parce que dans les guerres du passé, et encore d'aujourd'hui, les conquérants tuaient les hommes et prenaient les femmes. Et donc la femme, si elle voulait survivre, elle avait intérêt à s'adapter assez vite à la culture de celui qui avait gagné, s'intégrer et être plaisante à son nouveau maître, qui de toute façon ne lui donnait pas le choix vous avez vu, lorsque ISIS a capturé les femmes des tribus yazidis en Irak, c'est pas qu'ils ont négocié, ou c'est pas qu'il y a eu du féminisme. D'ailleurs, les féministes, on les a pas entendus. Ils les ont prises, ils les ont épousées de force pour les plus jolies, et les ont vendues, ou si elles refusaient, les ont vendues en tant qu'esclaves, comme prostituées. Et c'est un désastre pour les femmes qui ne savent pas s'adapter. Donc d'un point de vue de survie, une femme va s'adapter en créant du lien social avec ses nouveaux maîtres, de gré ou de force, c'est comme ça, elle va s'adapter, elle va essayer de s'en sortir, pour elle et ses enfants, parce que c'est ses gènes qui survivent également, mais aussi avec les autres femmes de la tribu des conquérants, qui voit d'un mauvais œil cette nouvelle qui débarque et qui tout d'un coup devient la favorite, parce qu'elle est peut-être plus jolie, plus jeune, du chef ou des guerriers qui ont conquéri, qui ont gagné. Et donc, elle doit aussi montrer qu'elle est sympa, alors elle va dire, ne bougez pas, je vais m'occuper de ranger la vaisselle, enfin, que sais-je, je vais m'occuper d'aller chercher l'eau. Elle va être elle va faire des efforts pour s'intégrer. Et donc, elle crée du lien. Et donc ça, c'est un instinct qui est resté. Alors je sais, ça paraît un peu des images d'Épinal et ça reste
et ça peut paraître un peu des images grotesques, mais de toute façon, je ne m'adresse pas. Alors, pour le citadin métrosexuel dont j'étais, ouais, je sais que c'est difficile à imaginer, mais j'en étais un. Évidemment, on peut se dire oui, mais non, mais on est différent. Non, non, mais on n'est pas différent parce que pendant des millions d'années, des centaines de milliers d'années, on a été programmé et on a fonctionné comme ça. Et c'est pour ça qu'on est là. On est là parce que dans nos ancêtres, un grand nombre de nos arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mères, elles ont été violées, et capturées, et forcées à être mariées avec le gagnant, qui sont aussi nos ancêtres de fait. Mais il y a très longtemps, ou pas très longtemps pour des cultures plus récentes. Et, et donc la femme crée ce lien. Donc elle a un rôle dans une société, même si elle est célibataire, sans enfants, ou avec des enfants qui sont éloignés. Lorsqu'elle va arriver dans un endroit qui a les bons critères, comme j'explique dans mes livres, et donc lisez Survivre à l'effondrement économique, pour savoir quels sont les bons critères pour la mise en place d'une stratégie de survie, mais particulièrement une femme d'un certain âge va devoir se plier en quatre pour se rendre utile au sein d'une communauté dans laquelle elle s'établit, pour pouvoir, par exemple, montrer qu'elle a du savoir-faire, qu'elle peut être utile, qu'elle peut rendre service, et se rendre indispensable. Et finalement, créer des liens émotionnels, d'amitié, pourquoi pas d'amour, avec la communauté au sens large. Donc, encore une fois, on ne parle pas de grosses partouzes. On parle, dans certaines cultures, ça va, c'est cool, j'en sais rien. Je ne sais pas si ça existe des cultures qui pratiquent l'amour libre au niveau culturel. C'est un truc d'élite, quoi. C'est pas un truc le libertinage, c'est il faut un certain niveau économico et mental pour bien le vivre. Mais c'est pas quelque chose de commun dans les civilisations a priori. C'est que dans des grandes civilisations impériales au sein des élites où, oui, il y a une sexualité débridée parce qu'on est au-delà des problématiques de survie et parce qu'on a les moyens d'offrir un cadre et une forme de décadence, on peut le dire. Hein. Moi, encore une fois, je ne veux pas faire de la morale, ni de la moraline pour reprendre le terme de Nietzsche, mais enfin, il faut du temps. Et pour du temps, il faut accumuler beaucoup de ressources. Donc en général, ce ne sont pas les sociétés paysannes, agricoles, ouvrières qui sont libertines. Ce sont les élites ou des gens qui ont acquis un certain niveau. Ou alors dans le monde d'aujourd'hui, évidemment, ce haut niveau, il est accessible à un peu plus de gens. Bref, je regarde, il y a un mini drone dans le coin là-bas. Et donc s'intégrer par le lien social, par la mise en place de cet effort est fondamental. Voilà, donc c'est une réponse un peu peut-être de Normand, je ne sais pas, puisque on aimerait bien pouvoir dire bah, tu fais ça, 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 et ça va bien se passer. Bien sûr que non, ça dépend des différents critères psychologiques, personnels, de la personne et autres. Donc, à vous de vous adapter, à vous de faire ce qui est en votre pouvoir pour vous intégrer dans une communauté, quelle qu'elle soit. Ceci est valable pour tout le monde, mais il est évidemment encore plus valable que, par exemple, dans mon petit village en Suisse, où j'ai établi ma base autonome durable. Évidemment, lorsque on arrive avec des enfants, les enfants sont toujours précieux, puisque, encore une fois, c'est des ressources. Dans une vallée de montagne qui n'est pas super peuplée, hein, avec pas beaucoup d'enfants de jeune âge, évidemment, ils sont très contents. Donc c'est relativement facile de s'intégrer lorsqu'on est jeune. Plus âgé, on représente déjà moins une ressource et plus un coût. Donc il va falloir vraiment montrer qu'on est capable de s'intégrer dans une société. Alors je sais, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas aujourd'hui dans notre monde. On s'intègre par l'argent, on s'intègre par le pouvoir d'achat. Parfois par la culpabilisation qu'imposent les médias sur différents thèmes. Mais dans l'ensemble, la question ne se pose jamais. Mais dans des situations difficiles, si votre maison brûle, s'il y a une crise lourde, pourquoi est-ce qu'on vous accueillerait chez vous? Pourquoi est-ce qu'on vous aiderait? À moins d'avoir du relationnel, du vécu ensemble, en termes d'amitié, en termes de rapports mutuels, en termes d'échanges humains et économiques basiques qui font que ça se passe bien. Vous savez, l'être humain, en réalité, c'est un être assez social et qui aime son prochain. Moi, je crois fondamentalement. En fait, je suis
Je suis très réaliste sur la réalité de notre monde où ça va partir en couille avec une extrême violence. Mais c'est parce que nous avons créé les conditions où l'aspect positif de l'être humain n'est pas développé, n'est plus développé. Mais en réalité, nous sommes des êtres d'amour et de partage. C'était aussi ça le libertinage d'ailleurs. Mais nous aussi on vieillit. Tout cela pour vous dire, préparez-vous et assumez-vous tel que vous êtes. Ciao ciao.